Hiver 94, nous sommes dans une tranchée creusée dans la rocaille qui gravit la colline de Gordogne au nord de Sarajevo, là où le paysage se fait plus âpre et où les combattants bosniaques avec des armes de fortune tiennent depuis presque 2 ans. Nous avons quitté au petit matin, en compagnie du général Divjak, numéro 2 de l'armée, les derniers faubourgs habités. Nous avons fait halte ici, à mi-pente, dans cette casemate de pierre et de rondins qui marquait il y a quelques mois, avant que la brigade ne la repousse un peu plus haut, la première ligne de front, et où les hommes redescendent maintenant, quand l'heure vient de reprendre souffle, de refaire un peu ses forces ou de se recharger en cigarette, cette autre arme des soldats, comme disait Orwell dans Hommage à la Catalogne. En sorte que c'est à la mi-journée que nous sommes arrivés là, au lieu-dit des 7 forêts, sur cette dernière ligne de front, marquée par un parapet de pierre qui, dans notre imagination, se raccorde irrésistiblement aux barricades de 36 à Madrid, où les républicains tenaient déjà tête aux fascistes. Les Serbes sont à 50 mètres, entre les arbres, tapis derrière un muret semblable à celui-ci. Les Bosniaques tiennent la position, un tous les 10 ou 15 mètres, sur une ligne qui, à droite, fait demi-cercle autour de la ville et va jusqu'à Trebević, et qui descend dans la vallée, à gauche, jusqu'au grand cimetière de Sarajevo. C'est ce jour-là, face à ces hommes intrépides, coupés du monde, mais qui savent et nous le disent que leur guerre est notre guerre, que leur défaite serait notre défaite, et qui ne comprennent pas alors pourquoi nous les laissons si seuls, c'est ce jour-là, le long de ce rempart si fragile, que commence l'enquête. Pourquoi combattent-ils? Pourquoi meurent-ils? Eux qui attendent en vain, depuis 2 ans, l'intervention occidentale, que peuvent-ils bien penser d'un geste de solidarité réduit à filmer leur attente quand ce n'est pas leur dépouille? Ce mot des républicains espagnols, justement, cité par Malraux dans l'Espoir, c'est seulement 1 heure après la mort que du masque des hommes commence à sourdre leur vrai visage. Ils ont quelques heures, ces morts, et la vérité est qu'ils ont vécu en nous tout le temps de ce film. Après Auschwitz, on disait « nous ne savions pas ». 50 ans plus tard, devant Sarajevo, on dit « nous ne comprenons pas ». Eh bien, nous avons voulu
comprendre, reconstituer une bonne fois le véridique enchaînement des faits, des causes, des circonstances, et c'est pourquoi nous sommes allés d'abord revoir Ibrahim, le sage de Sarajevo. Au commencement, nous dit-il, il y a comme d'habitude un homme, Slobodan Milosevic, sorte de Duce serbe qui, dès 1989, sur l'esplanade du Champ des Merles, abat son jeu. Un autre homme, Jovan Raskovic, psychiatre fou, capable de théoriser des livres entiers sur, je cite, la castration naturelle des Croates ou la frustration rectale des musulmans. Mort juste à la veille de la guerre, il fut le maître à penser d'un démagogue obscur, psychiatre lui aussi, mauvais poète, Radovan Karadžić. Au commencement, raconte encore Ibrahim, il y a ces pop chamarrés, sortis d'un roman de Ćosić qui déterre et réenterre en grande pompe de bien étranges reliques, les restes d'un mort du Kosovo, tombé en poussière depuis 600 ans, ceux plus récents, mais tout aussi nécessaires à la mythologie grand serbe de quelques victimes de la Seconde Guerre mondiale. Les dieux ont soif, clament les pop, l'esprit des morts crie vengeance. Commencement, il y a l'armée de Tito, en principe fédérale, mais en vérité serbe, et qui déjà en secret s'est mise au service de Milosevic et de son national-communisme. Les voici à Dubrovnik, ces Attila, ces nouveaux Huns, pour qui la beauté des villes est ce qui doit être détruit. Voici Vukovar encore plus tôt. Horreur de cette ville ruinée, à la façon de ces cités antiques maudites, purifiées par des flammes vengeresses. Tyr, Carthage, Babylone, Persépolis, Jéricho, Thèbes, Istakar. L'heure était venue, poursuit Ibrahim, d'ajouter Vukovar à la liste et l'avertissement bien sûr valait pour Sarajevo, dès lors que la Bosnie, à son tour, voulait sa liberté. Ista ona autostrada pakla I stradanja kojom su pošli Slovenija I Hrvatska. Nemojte da mislite da nećete odvesti Bosnu I Hercegovinu u pakao, a muslimanski narod možda u nestanak. Jer muslimanski narod ne može da se odbrani ako bude rat ovdje. À quoi pense Alija Izetbegović, président de Bosnie-Herzégovine? A-t-il perçu le signe, reçu l'avertissement? C'est la question que nous allons lui poser en ce début d'enquête. Il est le seul, après tout, des présidents issus de l'ancienne Yougoslavie à n'avoir jamais été communiste, le seul à n'avoir jamais trempé non plus dans le délire nationaliste, Izetbegović, musulman et démocrate, habité par la Bosnie comme De Gaulle par la France. Za plan Ram sam saznao, naša policija je otkla plan Ram, otkrivajući jedan tajni razgovor između predsjednika Miloševića I Karadžića. U tom planu je spominjan general Uzelac, tadašnji komandant garnizona u Banja Luci. Plan je predat tadašnjem premijeru Anti Markoviću, a koliko ja znam, on je bio jedan vojni plan kojim se zaokružavala Velika Srbija praktički, koja bi se sastojala prema tom planu iz Srbije, naravno, uže Srbije, Kosova, Crne Gore, Vojvodine, Makedonije I Bosne I Hercegovine I dijelova Hrvatske. Les militaires bosniaques, ceux qui dès le premier jour résistèrent à l'attaque serbe, eurent-ils connaissance du plan? Y étaient-ils préparés? Le général Divjak est de cela. Il est d'origine serbe, mais resté côté bosniaque, ce qui, par parenthèse, et si Sarajevo était tombé, lui aurait valu d'être parmi les premiers fusillés. Imamo tačne podatke koji kazuju da su naoružanje I municija iz skladišta Jugoslovenske narodne armije koji su pripadali teritorijalnoj Bosne I Hercegovine davani posebno u one opštine gdje ima pretežno srpsko stanovništvo. Oko Sarajeva oružje deljeno Srbima u Vogošći, Ilijašu, Ilidži, Sokolcu, Han Pjesku, Palama I na taj način neposredno
pred početak otpora u gradu Sarajevu 4. aprila, Bosne i Hercegovine ranije, naoružali su skoro do zuba pripadnike ekstremnih snaga SDS. Gdje je Hari? Gdje je Hari? Hari, jesi čitav? Tout était prêt, oui, le crime était presque parfait, mais si forte était la tradition de paix qui régnait dans la ville, si impensable y était l'idée même d'un affrontement entre nationalités ou confessions que les gens savaient sans savoir ou tout au moins sans vouloir croire, et quand éclatèrent donc les premiers tirs, ce fut comme si le ciel leur tombait sur la tête. Ja sam doživio napad prvi. Najprvo pucanje bio je 4. april 1992. Tada je slučajno bio muslimanski Bajram. Obukao sam fino odijelo, izađem u baštu. Počelo je pucat po brdima. Ja sam cijeli dan mislio da to pucaju muslimani, da se vesele što je Bajram. Pa sam protestirao čemu tolika pucnjava. Jer moji stari nikad nisu pucali, nego većinom je to radio svijet mlađarija i oni manje odgovorni. A to su pucali četnici u namjeri da ovaj grad uzmu za jedan dan, za 2 dana, da nas pobiju, istrijebe. Šta im je namjera, ja ne znam. Après le Sage, les résistants, les premiers défenseurs de la Bosnie, nous avons essayé de les retrouver eux aussi, ceux du moins qui ont survécu, et ils ne sont hélas pas légion. Le commandant Tukacha d'abord, l'homme de la tranchée sur la colline de Gordogne. Arif Pachalik, organisateur de la défense à Mostar. Samir Lonjo, qui combattit lui à travers toute la Bosnie, puis à Sarajevo, aux côtés du légendaire Yuka. Ismet Chelo, le voyou patriote. Enzo, le garçon des rues, engagé de la première heure, mais ici, dans son quartier d'Ali Pacinopolier, pour défendre son immeuble. Tous nous racontent les chars qui arrivent de partout, qui convergent vers la ville. Ce ballet dont on ne comprend pas tout de suite le sens. La JNA n'était-elle pas en principe l'armée de tous les Yougoslaves? Pouvait-on concevoir que ces tanks marchent contre la ville, la cernent, la prennent en tenaille, la bombardent? Tous se rappellent la résistance civile qui s'improvise, la confuse insurrection des citoyens, des hommes qui pour la plupart n'avaient jamais tenu un fusil de leur vie, mais qui deviennent en quelques jours des spécialistes du combat de rue. Ils viennent des faubourgs et des vieux quartiers, de l'université et des bas-fonds, tous unis comme ici, autour d'un yuka, pour prendre d'assaut les casernes serbes. Pola ljudi moraš poslati s one strane, pola ljudi s ove. Kako će svi uraditi. Da ovi iz kasarne ne vide i onda pješke u zgradu, priči ono što bliže kasarne, ali opet da se ne vidi iz kasarne, da ih ne isprepadam. Znaš, jer onda neće nikako izaći. Svaka grupa sa koje će strane priči kuda će doći. Pola s ove, pola s one. Ovda se rasporediti. Nous croirez-vous, disent-ils, mais nous avons pensé alors avoir réduit les assaillants. Nous avions le droit pour nous, n'est-ce pas? Et le nombre, nous défendions notre ville, nos maisons. Alors quand nous les avons vus si piteux quitter leur baraquement, vous n'imaginez pas notre fierté, notre liesse. C'était notre première bataille et c'était une première victoire. Nous avions bouté l'ennemi hors de la ville et empêché donc que la ville ne tombe.
L'illusion, malheureusement, aura été de courte durée, car ce que nous ignorions, poursuivent-ils, c'est que Maître Karadžić et son valet Mladić avaient un coup d'avance. Perchés sur les collines, ils préparaient l'un des sièges les plus longs et les plus implacables qu'ait connu depuis le Moyen-Âge une ville européenne. Imaginez, me dit Samir Landjo, un paysan serbe qui tient Sarajevo sous le feu de son canon, sa joie à voir courir comme du gibier ces gens qui le traitaient de haut, son bonheur devant ses brasiers, inépuisable comme sa rancune. Des soldats, non, des pyromanes, des milliers de petits nérons sans visage. Može. Je li imaš zamišljanje na cilj tamo? Imam. Je li imaš ili nemaš? Imam. Za koliko vremena možeš? Pa eto, za 5 do 10 minuta maksimalno. A reci mi, možeš li da tučeš Bašačiju? Može. Ima i po Bašačiji prostor pali. Razumem. General Mladić. Da, izvolite. Bez panike, ko si ti prvo? Vukašinović. Vukašinović? Jesu. Pukovnik? Jesu. Direktnim pobacima držite pod vatrom predsjedništvo i skupštinu. I tucite polako u intervalima, ja ne naredim da se prekine. Razumem. Bravo. Bravo. Enzo se souvient, le lendemain de l'incendie, de cette odeur de feu refroidi qui flottait sur la mosquée. Et il se rappelle avoir pensé, quand on brûle les livres de prière, c'est un peu de l'âme de la ville qui part en cendres, en fumée. Enzo, 2 jours plus tard, nous conduira à la maison de Karadžić. Il avait sa maison ici, dit-il, et je me souviens du jour où il a fait tirer sur sa propre maison, et je me souviens de celui où il a fait bombarder sa propre clinique. C'est drôle, vous ne trouvez pas? Ces gens ont vécu là. Ils y ont laissé un peu d'eux-mêmes. Ils y avaient des héros comme Princip, le partisan serbe qui tua l'archiduc en 14. Et tout cela, ils l'ont détruit. Toutes ces traces, ils les ont effacées. Jamais lui, Enzo, ne tirerait sur sa propre maison. Jamais il n'aurait tiré sur la tombe de Princip comme ils viennent, eux, de le faire. C'est Sarajevo qu'ils haïssent dans le fond et la part de leur vie qui s'est déposée dans Sarajevo. Il a tout compris, Enzo, de cet urbicide monstrueux, de ce meurtre rituel des villes dont parle Bogdan Bogdanović, ancien maire de Belgrade et amant de Sarajevo. Voici le carrefour le plus meurtrier de l'avenue des Snipers. Face à Garbavica, le quartier serbe, planté comme un saillant au cœur de la cité, cette scène parmi tant d'autres pour donner la mesure du formidable champ de tir qu'était devenue la ville. L'épave du camion n'a pas bougé depuis 2 ans. C'est lui, là, le camion bleu, qui s'engage dans l'avenue. La mitrailleuse sur la colline l'avait dans sa ligne de mire. Le chauffeur n'est pas mort, il est blessé, à la jambe semble-t-il, il n'est pas encore mort. Le sniper est un chasseur, il tient sa proie, il la serre. Tiens, aurait-il lâché prise? Non, il l'ajuste au contraire, il le touche une seconde fois.
18 mois plus tard, cet homme est là, près de nous. Il a sauvé sa vie, mais il a perdu sa jambe. Nous sommes dans une rue piétonne de Sarajevo, semblable à toutes les rues piétonnes jusqu'à ce qu'un événement atroce, premier d'une longue série, la fasse entrer le 27 mai dans la martyrologie de la ville. Voici une autre rue. Il faisait chaud ce jour-là. L'eau à Sarajevo était coupée depuis plusieurs mois et il y avait là, dans cette rue donc, une sorte de fontaine bricolée au bout d'un tuyau. Que fait l'Occident pendant ce temps? À quoi pense-t-il? À quoi joue-t-il pendant que s'accomplit à ses portes ce massacre des innocents? Eh bien, comme en 1916, pendant le génocide arménien. Comme en 1938, quand agonisait la République espagnole. Comme en 1940, alors qu'allaient mourir les 6 millions de Juifs. Comme en 53 à Berlin, en 56 à Budapest, en 68 à Prague, en 81 à Varsovie. L'Occident choisit, comment dire, de penser à autre chose. La vérité, c'est que notre Europe joyeuse, tout à l'ivresse d'avoir triomphé du communisme, persuadé d'avoir terrassé le plus redoutable, mais le dernier de ses adversaires, ne croit pas à la réalité de ce qui se passe en ce début d'été 92. Une vague convulsion peut-être, un ultime accès de fièvre avant la béatitude démocratique, des fantômes que le communisme avait refoulés, mais qui, maintenant que le bloc se dégèle, remonterait à la surface pour la dernière fois. L'Occident, en un mot, tient l'histoire pour finie et il en conclut fort logiquement que cet événement n'en est pas un. Prendre parti alors, oui, mais mollement, sans passion et en choisissant par tradition les vieux complices serbes, alliés de la Première puis de la Seconde Guerre mondiale, les derniers aussi, pensent-ils, et là encore, quelle illusion à défendre l'unité yougoslave. C'est à peu près le moment où nous nous rendons pour la première fois à Sarajevo. Le pont aérien n'existe pas encore, il faut passer par la route via Split ou Belgrade. Nous trouvons une ville à demi détruite, des habitants qui ont appris à vivre dans la nuit des caves ou à l'abri des sacs de sable. Et c'est là surtout que nous rencontrons Alija Izetbegovic, souriant mais grave, et qui nous confie, telle une bouteille à la mer, un bouleversant message pour son homologue français. Le voici, ce message, daté du 18 juin 1992. Dites au président français, adjurait-il, que le peuple de Sarajevo est à bout. Nous n'avons plus ni vivres, ni armes, ni espoir.
Nous sommes le ghetto de Varsovie. Va-t-on une fois encore laisser mourir le ghetto de Varsovie? Nous mourrons jusqu'au dernier. Dites bien au président français, nous mourrons jusqu'au dernier. Nous n'aurons pas le choix. Il y a là 300 000 Européens qui n'auront que le choix de mourir debout. Dites bien cela aussi au président français. Nous avons en face de nous une dictature raciste et nous résistons au racisme. Nous avons besoin d'aide. Une frappe suffirait, ou des couloirs protégés par de vrais soldats. François Mitterrand me reçoit le 23 juin à mon retour à Paris. Je lui remets ce message du président bosniaque. J'essaie de lui dire que les défenseurs de Sarajevo sont les héritiers des défenseurs de Madrid et de Barcelone. Je lui dis aussi qu'il y a chez ce lettré qu'est Izetbegovic, chez cet homme de textes et de droit, quelque chose d'un Léon Blum, saisi par la tragédie, ou mieux, un air de Salvador Allende à la veille de l'assaut contre le palais de la Moneda. Il écoute, interroge, mais pour l'essentiel reste prudent. Je prends congé avec des sentiments mêlés et, je l'avoue, plutôt découragé. Quelques jours passent. Ceux des collines, comme on dit à Sarajevo, resserrent l'étau, notamment sur Dobrinja. Les Européens sont réunis à Lisbonne, mais chacun sait qu'ils ne feront rien. Et voici que le samedi 27 juin, le monde stupéfait apprend la nouvelle. Le président de la République française vient de s'envoler pour la Bosnie. Son visage, ce jour-là, sa jeunesse retrouvée, cet affolement que l'on devine chez les diplomates et les experts, la politique anoblie par les seules vertus qui vaillent, l'imagination, le courage. J'ai décidé de me rendre là-bas pour, je ne sais quelle expression employer, forcer le blocus, pour lever le siège de l'aéroport et permettre l'arrivée des secours que beaucoup de pays s'apprêtaient à envoyer à Sarajevo. Bon, j'y suis allé après que vous m'ayez vous-même, enfin Bernard-Henri Lévy, informé de la situation très dangereuse dans laquelle se trouvaient les habitants de Sarajevo. Être citoyen d'honneur de Sarajevo s'accepte, bien entendu. Ce serait concitoyen de ce monsieur. I postaću sugrađanin svim ovim svojoj gospodi koja je ovdje prisutna. Attention, parce que je pourrais voter. Ja, kažete, jer ja mogu glasati onda. La liesse à Sarajevo, l'espérance, la rue du massacre de la boulangerie où le deuil pour un instant le cède à l'euphorie. Tous, en ce jour anniversaire de l'assassinat de François Ferdinand, se posent la même question. Le président français va-t-il, peut-il sauver cette ville ? Ja više sam dao na dolazak Mitterranda nego na smrt muža od moje sestre. Moj zet je prije sedmicu dana pala je 2 granate u kuću. Ja nisam to metnuo u prvi plan, iako mi je muž od sestre, nego Mitterrandov dolazak. Toliko smo vjerovali Francuskoj, politici francuskoj i diplomaciji francuskoj i Mitterrandu lično. Que se sont dit ce jour-là les deux présidents? Ne sjećam se tačno da li sam od njega tražio izričito vojnu intervenciju, ali pretpostavljam da jesam, jer sam i onda, i danas, i uvijek svakome govorio da se ovo zlo ne može zaustaviti apelima, rezolucijama, nego samo silom, da se sila mora zaustaviti samo silom i siguran sam da sam i predsjedniku Mitterrandu to rekao. Ne sjećam se u tom pogledu njegovog odgovora, ali sam jedne stvari sasvim sigurno sjećam, a to je da sam mu rekao da sam mu rekao i podnio dokaze o postojanju koncentracionih logora. Est-ce qu'il a parlé de l'intervention aérienne? Est-ce qu'il a parlé des camps de concentration? Dans votre souvenir? Non. Non.
Non, vous savez, là, c'est juin 92, hein, c'est déjà un petit peu plus ancien. Non, mais naturellement, il a demandé l'assistance des pays occidentaux. Bio to 3. mjesec rata, ako se dobro sjećam. Znali smo za koncentracione logore i očekivao sam njegovu reakciju momentanu nakon povratka u Francusku. Međutim, na moje iznenađenje, on je šutio o toj stvari, naime nije govorio ništa o konclogorima, nije govorio sve dok CNN nije objavio negde početkom augusta slike odatle. La portée de ce voyage, son véritable sens, les deux présidents là non plus n'en ont pas gardé le même souvenir. Donc mon intervention a été strictement délimitée. Naturellement, elle pouvait aussi avoir une valeur symbolique. Dans quel sens est-ce que cette valeur symbolique a joué? A chacun d'apprécier. Napetost je bila na vrhuncu u momentu njegovog dolaska. Lično je sve na jedan balon. On je pik, on je ubao taj balon i sve se to ispuhalo. Stvari su prestale da budu problem prava i pravde, problem zakona, međunarodnih i domaćih, nego problem nekakvog milosrđa, znate. C'est Alia Izetbegović, j'en suis convaincu aujourd'hui, qui a raison. C'est de ce voyage, en effet, que date le vrai tournant. L'affaire de Bosnie était politique, donc, qu'on le veuille ou non militaire, elle devient humanitaire et sera désormais traitée comme telle. L'Occident ouvre les yeux, mais la nuit demeure, celle de la pitié dangereuse où se confondent plus que jamais victimes et bourreaux. Nous sommes dans les locaux, justement, d'une de ces organisations humanitaires, admirables mais dérisoires, qui ont sauvé des vies, mais dont les responsables ne sont pas dupes du rôle qu'on leur fait jouer. Ainsi, Maria Black-Beller, représentante de l'AICF, et dont le réquisitoire est accablant. Il faut vraiment donner pratiquement la moitié de ce qu'on apporte du côté serbe, c'est-à-dire du côté de l'agresseur. Vous avez par exemple une ONG qui apporte 4 camions. Ben, c'est sur ces 4 camions, maintenant, aujourd'hui, il faut en laisser 2, c'est-à-dire 50%. On accepte de payer l'agresseur, les bourreaux de cette ville qui tiennent Sarajevo dans une énorme prison depuis 21 mois, pour avoir un droit de passage, pour faire vivre la ville sous un état de perfusion, mais les habitants sont toujours prisonniers de cette ville. Ainsi, l'ambassadeur de Bosnie en France, Nikola Kovač, plus précis encore. Les gens qui sortent rarement de Sarajevo sont soumis à un contrôle très strict. Le courrier est confisqué, les lettres ouvertes, on ne permet pas de sortir plus de 5 lettres, par exemple. Les communications téléphoniques avec Sarajevo sont coupées. Autant d'exemples et de preuves que le HCR boucle complètement la ville de Sarajevo et ajoute à un siège militaire un siège administratif et policier. Beaucoup de citoyens de Sarajevo essaient de traverser les pistes d'aéroport pour regagner la liberté, pour retrouver la famille de l'autre côté. Lorsque les gens, en pleine nuit, essaient de traverser la piste, les voitures du HCR et de la force connue allument les feux de façon que les snipers des collines autour de l'aéroport peuvent tirer facilement, comme sur un terrain tout à fait à découvert, et il y a beaucoup de victimes. Cet autre témoignage terrible de Samir Landjo. C'était au mois de juillet. Il y avait une grande attaque du côté des Tchétniks de Novakovichi qui ont attaqué le petit village de Donji Kotorac. Nous, on a défendu, enfin on s'est défendu et d'un seul coup, on a eu une possibilité de faire une contre-attaque. D'ailleurs, on n'a pas hésité. On a attaqué les Tchétniks
Et à un moment, on était vraiment bien parti. Et puis d'un seul coup, on se retourne, on voit que juste au bout de la piste de l'aéroport, se regroupaient les Canadiens, enfin la Force Pronu. Et puis d'un seul coup, on voit, moi je me retourne, je vois que les casques bleus nous font signe d'arrêter, comme quoi sinon ils allaient nous tirer dessus. Et puis nous, on pensait, disant que normalement, on nous a dit que les casques bleus étaient neutres et qu'il n'y a aucune chance qu'ils nous tirent dessus. Mais d'un seul coup, avec la mitrailleuse lourde d'un VAB de la Force Pronu, ils ont tiré dessus. Et puis j'ai vu qu'un de mes copains, carrément, la 12-7 lui a carrément coupé la tête. L'ONU, Boutros Ghali en tête, est-elle là pour nous nourrir ou pour nous regarder mourir, demandent les habitants de Sarajevo. Réponse de la représentante de l'UNICEF, Anna Cataldi. Moi, personnellement, j'ai vu des scènes que je ne pourrai jamais plus oublier. J'étais dans une colonne de voitures l'hiver passé, dans une tempête de neige entre Gornji Vakuf et Vitesse. Il y avait moins 20 degrés. Et dans la nuit, on voyait des gens à pied dans la rue ou avec des voitures avec les vitres complètement cassées en panne. Et on savait que ces gens, ils allaient pas survivre la nuit, ils n'étaient même pas habillés proprement. Et ces gens, dès qu'ils voyaient les voitures blanches avec le drapeau bleu de United Nations, ils se mettaient au milieu de la rue et disaient « aidez-nous, aidez-nous ». Et on a continué à marcher, personne ne s'est arrêté. Et je me mets dans la peau des gens qui sont dans la nuit, dans une tempête de neige, finalement, et dans la montagne, ils entendent le bruit du moteur. Il y a des voitures de lumière, des voitures qui arrivent, c'est les voitures blanches des Nations Unies. Ils pensent qu'ils sont saufs et ces voitures continuent et ils restent là. Je suis un gendarme français. L'année dernière, je me suis porté volontaire pour servir au sein de la Force Pronu en tant que ce qu'on appelle policier civil. Une fois, nous sommes intervenus dans un bois où nous avions découvert 3 cadavres. 3 hommes d'une quarantaine d'années, auxquels, par acte de barbarie, on avait arraché les yeux et coupé les parties qu'on avait placées dans la bouche. Peu de temps après, nous avons été amenés à rencontrer des militaires en état d'ivresse qui se vantaient d'avoir tué ces personnes-là. Bien sûr, cela a été rapporté aux policiers serbes. Nous pouvions simplement dire que c'était des hommes en leur donnant une description et habillés en tenue camouflée. Et pour eux, ce n'était pas suffisant, ils n'ont vraiment pas cherché à identifier les coupables. En fin de compte, si on ne pouvait pas mener nos enquêtes, ni protéger la population, la seule chose que nous laissaient faire les Serbes, c'est ce qu'on appelle des case processing forms, qui sont des formules administratives qui demandaient aux gens, volontairement, de quitter les lieux. Ça, pas de problème. On savait très bien qu'en fin de compte, on participait volontairement à l'épuration ethnique, mais c'était la seule solution de protéger cette population. Snajper radi, a neka samo izađe onaj zadnji konvoj. Razumeo, šefe, vi ćete dati signal kad da napravim zapreku. Odlično. Razumeo. Zeleni javor, tu si slobodno. Razumeo. Koji jebe mater. Razumeo, ako dozvolimo to odmah ću pokopiti. Zeleni jadar, tu si samo nemoj fabriku dirati, pošto nam trebaju mašine iz nje. Razumeo, šefe. Samo sretan, šefe. Ovo, uživo mjesto samo. Toujours la voix du général Mladic, toujours une ville sous ses canons, c'est cette fois Srebrenica, et l'absurdité d'un système qui oblige un officier français, pour sauver l'honneur, à mettre sa vie en jeu et en fait à désobéir. Nous n'abandonnons pas. J'ai choisi de sauver les victimes du moment, et là il n'y avait pas d'hésitation, aucune. J'avais interprété et donné à mes hommes sur le terrain cette notion de devoir d'assistance à personne en danger, qui devait, en cas d'incertitude, permettre de violer toutes les règles. Donc oui, les règles ont été violées.
et peut-être à Srebrenica, j'ai outrepassé mon mandat. Moi, j'en avais pas le sentiment, en tout cas, mais j'avais le sentiment que c'était mon seul devoir. Le système ne pardonne pas. Le système n'est pas là pour sauver les victimes ou l'honneur. Ça a été très clair. On a eu très récemment le représentant de la cellule humanitaire de la CE. Donc c'est pas une personne sans importance, sans poids, qui est venu et qui était très cynique. Parce qu'il nous a dit, écoutez, il n'y aura pas d'intervention de l'Europe. Il n'y aura pas d'intervention des États-Unis. Donc la seule chose que nous allons faire, c'est continuer l'aide humanitaire. L'argent, pas de problème. Vous voulez 10 millions de dollars, on vous signe le chèque tout de suite. Tout est là. Les Américains en 1942 parachutaient des armes aux résistants. Les millions de dollars en Bosnie ne servent qu'à des paquets de biscuits, de jouets ou de riz que l'on balance ici, à gorge dans la drina glacée. Lamentable spectacle du grand zoo humanitaire, véridique image de la démission occidentale. Car c'est aussi l'époque où, avec une implacable logique, se met en place en Occident toujours un second dispositif, un piège plutôt ou une arme dont on comprendra vite qu'elle est tournée contre les faibles et non contre les forts, disons, pour rester dans le ton, les mots des années noires, l'arme de la non-intervention. Ce n'est pas que l'Occident manque des moyens d'intervenir, il a déployé au contraire sur le théâtre même des éventuelles opérations l'une de ces armadas qui en d'autres circonstances n'avaient pas eu grand-peine à imposer leurs lois, mais il est vrai que la Bosnie, contrairement au Koweït, a probablement le tort de n'avoir pas de pétrole. Or voici que l'on réduit ces militaires à l'impuissance, otages des milices serbes, pris au piège d'un mandat qui les condamne à rester l'arme au pied, chèvres au piquet dont le loup Karadžić ne ferait qu'une bouchée. Pour la première fois dans l'histoire des armées, on ne peut pas intervenir parce qu'on a déjà des soldats, on ne peut pas aller quelque part vu que l'on y est déjà. On nous raconte ensuite qu'ils ont en face d'eux, nos soldats, la 4e armée d'Europe, celle qui, 50 ans plus tôt, a tenu tête à la Wehrmacht. Les voilà, ces terrifiants adversaires. Ce sont ces ivrognes, ces soudards, ce sont ces miliciens trop nerveux qui vident leurs chargeurs au jugé et dont on raconte en Bosnie qu'ils n'ont même pas le souci lorsqu'ils se replient de ramasser leurs morts. Ce sont eux qui nous auront pendant 2 ans proprement paralysés. C'est ça. C'est cette soldatesque qui nourrira le mythe d'une intervention coûteuse, hasardeuse, qui serait pour l'Europe et en général l'Occident un insupportable bourbier. Fallait-il que la France se chargeât d'envoyer son armée? Minimum, je pense. Minimum, c'était d'envoyer 150 000 hommes sur le terrain. Eh bien, je m'y suis refusé et je l'ai dit. Et je ne regrette pas de l'avoir dit. Mi ne tražimo pješačke trupe, mi ne tražimo ground troops, mi ne tražimo momke da dolaze da ginu u Bosni i Hercegovini. Mi imamo dovoljno naših mladića i momaka koji su spremni da se za slobodu Bosne i Hercegovine bore. Puisqu'on refuse de les défendre, leur permettra-t-on au moins de se défendre eux-mêmes? Ces enfants de la Bosnie, blessés à mort, mutilés à vie, ces enfants qui vivent dans les cours d'immeubles ou les bunkers et ne savent plus jouer qu'à la guerre jusqu'à ce que la guerre, la vraie, les rattrape. Sarajevo aura-t-elle le moyen élémentaire de les protéger? C'est ce que demande Izetbegovic quand il réclame, faute d'intervention, la levée d'un embargo sur les armes qui s'applique en principe à toute l'ancienne Yougoslavie, mais dont chacun sait bien qu'il ne frappe effectivement que la petite Bosnie. Sa requête est si simple
Il y a tant de logique dans sa démarche que nous ne doutons pas ce jour-là, 20 janvier 93, lorsqu'il retrouve François Mitterrand à Paris, que son argumentation l'ébranle. Plus tard, à Paris toujours, puis en juin, dans les capitales européennes où nous l'accompagnerons une dernière fois plaider la cause de la levée de l'embargo, nous sommes encore persuadés qu'il sera entendu et que les autorités politiques, spirituelles, morales de l'Occident ne rééditeront pas avec lui la tragique erreur de 1936. Eh bien non. Non content de ne pas armer les Bosniaques, on les désarme, ici, à Srebrenica, sous prétexte de s'interposer. Non content de les désarmer, et en fait d'interposition, l'Occident passe son chemin délibérément aveugle. Et c'est ainsi que ces hommes et ces femmes, 60 ans après les colonnes qui ravitaillaient la Sierra des Teruel, en sont réduits à la même misère. Ici, la route de Goradje qu'ils approvisionnent à dos d'hommes à travers des montagnes infestées de miliciens, voie sacrée de l'héroïsme et du martyre, passeurs de la liberté qui vont tomber d'épuisement ou sous les balles des voltigeurs serbes, tandis que nous leur interdisons le simple droit à l'autodéfense. Mirella se souvient. Čuvamo se jedni za druge pomoću ruku ili pomoću štapa. Par slučajeva se desilo kada se čovjek izgubi, uglavnom se ne zna vratiti, zaluta jednostavno, jer malo da skrenete lijevo odete četnicima u ruke ili desno da skrenete opet odlazite četnicima u ruke. Možda nekih 20-30 metara ispod četničkih položaja prolazite, mora biti tišina, ne smijete pričati. Qui porte de cette démission la plus grande part de responsabilité? Témoignage enfin de l'ambassadeur Diego Aria, représentant du Venezuela au Conseil de sécurité et témoin à ce titre de l'acharnement des faiseurs de blocus. I remember very well the French ambassador in Venezuela and the British ambassador pressuring my government so that we would change our vote in the resolution against to lift the embargo. I was at the council day of the vote, and a few minutes before, my phone was ringing, and the British ambassador and the French ambassador in Venezuela were with my foreign minister, asking him to change my vote. And I didn't pick up the phone, and the phone kept ringing, and I knew that the British and the French were saying, but the Ambassador Aria is there, we see him, he's next to us on the table. So he's not picking up the phone. Et si la France, l'Angleterre et aussi bien sûr tous les autres étaient devenus incapables de concevoir, tout simplement penser la guerre? Elle dure cette guerre depuis près d'1 an, mais ainsi va cette fin de siècle qu'elle provoque en Occident une sorte de dénégation apeurée et tout est fait, vraiment tout, pour convaincre le monde et d'abord les Bosniaques de ceci. Les habitants de Sarajevo ne sont pas des résistants mais des victimes. Ce n'est pas un peuple attaqué, c'est un peuple d'assistés et l'agression serbe devient une sorte de fatalité. We are not going to accept the partition of Bosnia. We are not going to accept the partition of Bosnia. We are not going to accept the partition of Bosnia. We are not going to accept the partition of Bosnia. We are not going to accept the partition of Bosnia. We are not going to accept. 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 We are not going to accept the partition of Bosnia. Tout cela, quand on y repense, est d'autant plus ahurissant qu'il ne s'agissait pas non plus de n'importe quelle guerre et qu'il y avait des signes dans celle-ci qui auraient tout de même dû nous alerter. Nous sommes dans le vieux quartier ottoman, entre la Miliaka et la ville habsbourgeoise, juste derrière cette fameuse bibliothèque, symbole de la culture, réconciliation vivante de l'Europe latine, slave, mauresque, byzantine, austro-hongroise, ottomane.
Chacun d'entre nous a ses repères, n'est-ce pas? Sa façon de pressentir, de reconnaître le pire. Eh bien, pour nous, ce fut cette ruine. Et je crois bien que ce fut là, dans ces décombres, au milieu de ces pierres brûlées, dans cet escalier qui menait à la salle des manuscrits, au milieu de ces livres absents, que nous avons reconnu la chose, que l'on ait commencé par là, que la guerre est presque débutée par cet autodafé géant, signait le crime, d'un côté la culture, la beauté, la pensée, de l'autre les images de ce qui, en 1933, dans les nuits de Berlin brûlant ses livres, s'appelait déjà le fascisme. Plus tard, beaucoup plus tard, le hasard a voulu que nous tombions de l'autre côté des monts Igman, sur les ruines de ce village de Breda, qu'un commando de Serbes venait, nous dit-on, d'incendier. Il n'avait rien de spécial, ce village. C'était un hameau, coincé dans la vallée sans le moindre intérêt stratégique, politique, symbolique. Mais ce qu'il avait de spécial, de terriblement impressionnant, c'était peut-être justement cela. Ce côté dérisoire, presque banal, cette volonté que l'on sentait de nettoyer, puisque c'était le mot, jusqu'au moindre recoin de la terre bosniaque, ces centaines, ces milliers sans doute, d'oradours à froid, identiques à celui-ci, et dont la répétition même, l'absurdité obsessionnelle, était aussi le propre du fascisme. Fascisme encore, ces images qui nous arrivaient d'hommes que l'on avait contraints, avant de les tuer, à baisser leurs pantalons pour vérifier qu'ils étaient circoncis. Fascisme, ces documents attestant que ce sont des foules d'hommes comme lui que l'on avait exterminés parce qu'ils étaient musulmans, et aussi ces lambeaux de femmes et d'enfants dont on ne retrouvera jamais le nom. Išli smo, nama je naređenje došlo od Ratka Adžića da sve kuće trebaju popaliti, sve stanovništvo pobiti ili protjerati. I da to će biti Srpska republika, pripada će Rajlovcu i Liđi. I mi smo tamo došli, naša jedinica, i išli smo, palili smo, pljačkali i ubijali. Dvojica, Danilo i Dragan, rekli su da odmah zakoljem trojicu, da sad pokažem kako sam, kad sam krmad klao, da sad pokažem na ljude kako ću zaklati. I ovaj jedan je uhvatio za noge i držao mi je noge. Drugi je za ruke i štegnuo ga. Ja sam čučnuo koljenom dole na zemlju i uhvatio ga za kosu, dole prema zemlji oborio i nožem prerezao mu vrat, arteriju. Izvadio nož i pustio ga. Umro je odmah, nije bilo patnje. Imalo sposobne djevojke koje su se nalazile u zatvoru su nam naređivale da radimo sve. Nismo se smjeli povinovati, nismo smjeli reći nećemo, ne mogu danas, sutra ću to odraditi, nego si morao ustajati. Jednom prilikom ja sam odbila da uradim nešto što je trebalo i poslije toga su mi priprijetili, smjestit ćemo te u samicu, tamo ćeš boraviti 7 dana bez hrane pa ćeš vidjeti kako je, moraš uraditi. Ja sam ustala i uradila sam to što su zahtijevali od mene. Un peuple, une nation, une ethnie proclamait dès 1986 les académiciens de Belgrade, laissant à d'autres le soin d'enrichir le programme d'une variante inédite, le viol systématique, conçu comme un instrument de purification des ventres. Là aussi, on savait, les exécutants très vite avaient parlé. Rekne, ubiću ti sve čas popiti ovo dok ne izađeš. I
ona izađe, tu bili roditelji, ne znam joj roditelje, samo izade i udari mi tu šamar i kad skine, pušku joj držim sve dotle da se ne skine u neupiren. Kad skine, pušku joj držim na glavi i onda spadne puška ovdje. Desnom rukom držim pušku i onda sili. Silovao sam 7 djevojaka, od te sam 2 ubio. 3 sam zaklovao nožem, Balatovićima sam ono ubio. Pa su sad 3 pucali, oni 10 ljudi, računate, 10. Et puis, pour ceux qui ne voulaient pas entendre, pour ceux qui redoutaient ou feignaient de redouter que l'on ne banalise le mot, il y eut un jour ces corps, ce bétail humain, ce nouveau peuple de tondus dont nous pensions n'avoir plus jamais à affronter les terribles regards, mais qui était bel et bien là, de retour en Europe. Comment, face à ces images, face à ce rescapé qui croyait qu'il avait soif et que la soif tue sous nos yeux, comment pouvait-on douter qu'il s'agisse d'un fascisme ? Comment le monde réagit-il? Que fait-il? Que dit-il? Comment les gouvernements reçoivent-ils l'information quand, dès la fin juillet 92, elle commence de leur arriver, à travers notamment le journaliste américain Roy Gutman? So as soon as the story appeared, I sent a message by computer to my colleague Saul Friedman. He was traveling with Secretary of State James Baker in the Middle East. I said, Saul, I've now come upon the most serious story I've ever come close to. I'm convinced it's true. Would you please show the text of this story to Secretary of State Baker and ask him, can they please check it out? Saul did that. Nothing happened. I called up the White House. I called the spokesman for Foreign Affairs, the spokesman for Brent Scowcroft, who is the National Security Advisor. I think this is a death camp. You might be able to confirm the facts. Nothing happened. I called the head of the Foreign Relations Committee in the U.S. Congress, in the House of Representatives, Lee Hamilton. I called his top aide, Chris Kogin. I said to him, this is a truly important story. Your boss is not only the chairman of this committee, he's also on the Intelligence Committee. Would you please ask them to check it out in every way possible? Nothing happened. I called my colleague in the Washington Bureau who covers the CIA. I said, please go to the CIA and tell them about this story. Anyway, this goes on and on. In every case, nobody responded. And the pictures caused a second wave of sensation. It was only at that point that President George Bush decided to make a public comment. And his public comment said a lot about everything, that their entire attitude. His comment was that this is terrible, that there was blame on all sides, that there was blame enough to go around, that there was a long history of enmity in the former Yugoslavia, and therefore this was something that the United States really didn't care about. He said the Red Cross should be given access to the camps. He didn't ask for the camps to be closed down. He didn't ask for all the prisoners to be freed. What he said was, let the Red Cross in, feed them, and if they're going to be killed, have them killed far from the cameras. Plus énorme encore, le témoignage de George Kenney, haut fonctionnaire au département d'État qui, fort des informations de Gutman, avait aussitôt alerté le président Bush. One point after Roy Gutman's stories came out, I prepared a report for the president, a very short note, 15 or 16 lines, and said the Bosnian Serbs are running the most camps, they perpetuate the greatest abuses, and others have camps as well, but really the camps are Serbian camps. By the time that Eagleberger's office let that note go to the president, all that it said was, everybody has camps, everybody perpetuates abuses.
And I thought that was an incredible act of censorship for the State Department, because they were not even telling the president what they knew. The atmosphere within the department was completely corrupted. We understood that our job was not to get involved. At one point, Eagleburger came back from the meeting at the White House to the State Department and said, in effect, between the lines, you are not going to get involved substantively. If you want to have diplomatic talks, if you want to pretend to do something, that's fine. And we have to do that, in fact, to show that America is doing something. But by whatever we do, don't take on any real responsibilities. Let the Europeans handle it, let somebody else take the blame, but we will stay out of this problem. George Kenney, écœuré, démissionne au bout d'un mois, passant en quelque sorte le témoin à une autorité morale incontestée, et le premier des premiers ministres de la Pologne post-communiste, chargé par les Nations Unies d'une commission d'enquête, Tadeusz Mazowiecki. Domagałem się uwolnienia wszystkich więźniów z obozów i zamknięcia obozu. Podpisano to na konferencji w Londynie. Podpisano to w sierpniu 1992 roku. Mamy obecnie styczeń 94 i 4000 ludzi w dalszym ciągu jest w obozach. Muszę powiedzieć, że kiedy przeprowadzał Międzynarodowy Czerwony Krzyż próbę uwolnienia obozów i częściowo tych ludzi zwalniano, była taka faza w 1993 roku i kiedy był problem umieszczenia tych ludzi z obozów, o których tyle pisano w prasie międzynarodowej w różnych krajach zachodnich, Czerwony Krzyż Międzynarodowy miał za mało zgłoszeń z poszczególnych krajów europejskich i pozaeuropejskich, żeby tych ludzi umieścić. Une seule voix s'élèvera pour recommander ce qui allait après tout de soi. Je suggérerais que le travail diplomatique ayant été achevé, désormais on prévoit que cette libération devienne effective par la force. Libérer les camps? La suggestion est accueillie dans un concert d'ironie. Le monde finasse, ricane et choisit comme d'habitude d'avoir des yeux pour ne pas voir, des oreilles pour ne pas entendre. Davantage encore, ces Bosniaques en guerre ne sont pas non plus des belligérants ordinaires. Et ceux-là aussi, on aura tout fait jusqu'au bout pour le chasser de nos esprits, éternel refrain des tribus balkaniques s'étripant dans des combats sans âge où nous n'aurions que faire. On a souvent décrit, mais il ne faut pas se lasser de le répéter, cette seconde Jérusalem que fut au fil des siècles Sarajevo, le seul endroit au monde où, à part justement Jérusalem, et dans un périmètre si proche, se côtoient minarets et bulbes byzantins, clochers de cathédrales et synagogues. On a souvent insisté, quoiqu'apparemment pas assez, sur la coexistence, mieux le mélange des esprits et des corps dans cette Suisse des Balkans. Sarajevo, ville ouverte, Sarajevo, ville libre, Sarajevo avec ses promenades, ses cafés, son côté petite Vienne, son esprit de grande capitale, son humour ravageur et tendre, son esprit libertaire, son insolence, l'une de ces villes cosmopolites qui furent aussi le creuset de l'Europe. Faut-il rappeler à ceux qui tout au long de cette guerre ont allègrement transformé les Bosniaques en musulmans et n'ont cessé de dire les forces musulmanes pour désigner l'armée bosniaque, faut-il leur redire que les musulmans étaient minoritaires en Bosnie, qu'ils vivaient aux côtés de Serbes, de Croates, de Juifs ou simplement de Yougoslaves et que ce mariage immémorial formait une identité nouvelle qui, les transcendant toutes, ne se réduisait à aucune. Ce que l'on sait moins, c'est que 2 ans après le début de cette guerre, les défenseurs de Sarajevo restaient ces Bosniens qui choisissaient le parfum de la ville contre l'appel de l'ethnie et du sang.
Arčin. Dževal. Az. Karišk. Viktolja, jedinca Kuliban. Vili. Jesenko. Seo. Šaban. 1 od 100. Elve. Elve. Plavi brat. Ce que l'on a voulu ignorer, ce sont les exhortations du général Divjak aux Serbes qui, comme lui, ont refusé le délire grand serbe et sont tout naturellement restés aux côtés de leurs frères croates et musulmans. Ce qui est presque inconcevable et qui fut pourtant possible, c'est l'idée même d'un général serbe à la tête de cette armée. Imagine-t-on en 1939 un général allemand anti-nazi commandant l'armée française? C'est le miracle de Sarajevo. Ce que l'on affecte d'ignorer, enfin, c'est la nature de cet islam bosniaque apparu il y a 5 siècles avec la conquête ottomane et sa vague de conversion. Un islam slave et européen, laïque et séculier, sans tchador ni barbu, un monde où l'on peut être, et tous les amis de Sarajevo le savent, musulmans et agnostiques, musulmans et athées. Comment a-t-on pu assimiler à je ne sais quel intégrisme cet islam tolérant, libéral, l'islam d'Alia Shabanovic par exemple, officier au 1er corps que nous suivons jusqu'à cette tombe? Il a tenu à délivrer ici, dos à la mosquée, sa profession de foi de musulman bosniak. Stalno nas optužuju i stalno se na zapadu čuje što je uticaj propagande naših agresora, da smo muslimanska vojska, da želimo da stvorimo muslimansku državu na ovim prostorima, što je apsolutno netačno, što je jedna istorijska neistina, što je apsolutno suprotno biću bosanskog čovjeka, biću i muslimana na ovim prostorima, jer mi želimo jednostavno da stvorimo jednu demokratsku državu na principima savremenih evropskih i svjetskih civilizacija, dakle na principima svih onih vrijednosti koje se danas postavljaju kao ideali pred zapadnog čovjeka, dakle pred čovjeka Ujedinjene Evrope. Il n'y a pas de peuple exemplaire, c'est évident, et comme le mal est contagieux, il peut arriver aux victimes de répondre au mal par le mal. Reste que si l'armée bosniaque a eu ses soldats perdus, le pouvoir de Sarajevo n'a jamais osé, lui, accuser leurs victimes de s'être elles-mêmes bombardées, et il a plus d'une fois, sous la signature d'Izetbegovic lui-même, condamné leurs exactions. Reste surtout que par-delà les tragiques aléas de la guerre, il y aura eu dans ce combat une part inentamable d'idéal et de grandeur, ces cosmopolites résolus, ces gens qui refusaient jusque dans les tranchées la partition des âmes, ces hommes d'origines diverses qui mettaient l'allégeance à une idée au-dessus de l'appartenance à une nation. Ils n'étaient pas très loin de ce que nous avons eu de meilleur dans les traditions antifascistes européennes, et cela non plus, on ne l'a pas vu. La question alors, face à cette impressionnante série de malentendus et de bévues, est tout de même de savoir si on peut encore l'expliquer par la seule peur de la guerre ou l'euphorie post-communiste, et si elle n'avait pas au fond une raison plus secrète. Cette raison, c'est un diplomate français, ex-vice-président de la mission Carrington, Thierry de Beausset, qui nous a mis sur sa piste. On a déterré les dossiers poussiéreux de l'histoire, et on a été fasciné par la notion balkanique de toutes ces guerres qui n'en finissaient pas, qui étaient des enchevêtrements inextricables de minorités. Et puis chacun, surtout, tout d'un coup, a retrouvé sa culture. C'était, je dirais, le syndrome norpois. Vous savez, comme dans Proust, où c'est le diplomate traditionnel, cultivé, féru de littérature et d'histoire romantique. Qu'est-ce que ce syndrome norpois? Eh bien, mettons que ce soit l'idée selon laquelle les Balkans seraient le trou noir de l'Europe, sa zone de toutes les tempêtes, la source de tous nos ennuis, l'éternelle pomme de discorde de l'Europe civilisée, le Congrès de Berlin,
le choc des empires, au cœur même de la belle époque, les confuses guerres balkaniques, jusqu'au coup de pistolet fatal qui précipita le monde dans la tuerie de 14, axiome numéro 1 de la pensée norpois, Sarajevo est un cauchemar, il faut oublier Sarajevo. Suivons le raisonnement. Toujours selon les Norpois, il y aurait dans cet enchevêtrement de peuplades et de fausses nations, une nation plus fausse encore. Pure lubie de beaux esprits, mirage, artifice, cette Bosnie-Herzégovine impossible, explosive, à laquelle feraient défaut les attributs des vraies communautés. Axiome numéro 2, et malgré l'évidence de 5 siècles d'histoire, la Bosnie n'existe pas. Axiome numéro 3, essentiel de la pensée norpois, cette zone de tous les chaos n'a jamais connu le calme que sous la férule d'un maître, ottoman d'abord, puis délicieusement habsbourgeois, puis communiste enfin, on dira ce que l'on voudra, mais il s'y entendait le Tito à mettre de l'ordre chez lui, en sorte que, ces Balkans échauffés, en proie aux fièvres pernicieuses d'un tribalisme qui revient, c'est un nouveau maître qu'il leur faut, recherche, tuteur, désespérément. Puisqu'il s'agissait d'un réveil des nations, la nation qui était la plus réveillée, qui avait un passé plus long, qui avait une tradition d'État, ce qui était différent de celle des autres, eh bien c'était la Serbie. Et il y a eu cette espèce de fatalité de se dire pour ou contre, mais de se dire simplement les Serbes, ce sont les plus forts. Ils ont eu leur expérience nationale, ils ont été forgés par le feu, ils ont eu un État, ils ont une volonté qu'ils manifestent, la définition même du plus fort. Eh bien donc, nécessairement, ça sera triste, mais il faudra peut-être l'admettre, ça sera une facilité. Ils serviront de gendarmes pour la région. Mais... si tel est bien le calcul, alors il est terrible. Et la forfaiture, le péché devant l'histoire sont beaucoup plus graves encore qu'un simple aveuglement, car cela signifie 1. Que les États norpois auront, malgré les camps, joué pendant 2 ans en connaissance de cause la carte du gendarme serbe. 2. Que les Serbes, à leurs yeux, faisaient un sale travail, mais que c'était un travail nécessaire. Les massacres, oui, les souffrances, l'indignité morale de la purification ethnique, mais elle avait le mérite, cette purification, de constituer des nations pures, donc homogènes, et d'installer par conséquent l'ordre dans la région. 3. Nous pouvions à partir de là traiter avec Milosevic. C'était sans doute un boucher, mais il avait l'avantage, ce boucher, d'être le seul capable de pacifier ces pauvres Balkans. Quelques mois un peu rudes, 1 an peut-être, et il livrerait à l'Europe, clé en main, une arrière-cour enfin propre, délivrée de ses miasmes, de ses tares originelles, un 21e siècle libéré de l'insoluble question balkanique. Ni peur ni passivité dans ce cas, ni indifférence ni cécité, c'est presque pire que Munich avec ce que l'esprit de Munich supposait de soumission face à la force. L'Occident n'a pas été soumis, il a été cynique, c'est-à-dire réel politique, et s'il a acquiescé à l'infamie, s'il l'a avalisé ou encouragé, ce fut avec la conviction d'aller dans le sens de l'histoire et de hâter ce faisant un douloureux accouchement. Pendant ce temps, a connu un nouveau retournement, un coup de théâtre qui semble sonner le glas de la Bosnie-Herzégovine, mais dont les effets vont surprendre tout le monde, seule ruse heureuse au fond d'une histoire qui le fut si peu. Ce retournement, c'est l'entrée dans la guerre des Croates. Nous sommes en avril 93. La Croatie de Franjo Tudjman a été, ne l'oublions pas, la première victime après le Kosovo de la folie de Milosevic. Elle jouit
depuis plus d'un an d'une paix précaire, mais d'une paix tout de même. Or la voici qui, enhardie par l'impunité des purificateurs, persuadée que la Bosnie est morte et appliquant au fond à la lettre le plan de messieurs Vance et Owen, décide de jouer sa carte et de se tailler tant qu'à faire son petit quartier d'Herzégovine. Redoublement de la guerre. Nouvelle scène de terreur, mais sont-elles réellement nouvelles? Nettoyage ethnique version croate, qui n'a rien à envier à la version serbe. Même volonté d'urbicide, avec bombardement du pont de Mostar, symbole magnifique de la ville. On dit que 6 jeunes soldats tentèrent de le protéger et périrent. Les camps, bien sûr, encore les camps. Rien ne ressemble plus à un camp qu'un autre camp. Užasno. Bili smo bez vode po 3 dana, bez hrane. Višak, mokraći smo pili. Morali smo, nismo imali šta drugo. Ljudi, dok nije palo 80 ljudi, nije se vrata otvarala, niti je zraka nam bilo, niti šta. Ranu su nam samo po šnitu hljeba i po palju jednu od 3 kaške. Nas 60 obično je bilo u samici i kad na koji ruča, tako liježe na leđa i gleda u sunce. I komanduje duboko, diši, u sunce gledaj. Onda nas prevrnu i svaki je morao pregaziti jedan drugoga. Nas po 60, svaki pregazi jedan drugoga. Nogama, po bubrezima i po stomaku. Okreću nas i levo i desno. Onda nas nagone da čitamo njihovu molitvu. Dobivali smo u 24 sata po jedan put, a i tada smo dobili samo po jednu onu šerpicu vode. 4 dana smo pili mokraču. Kad bi bila hladna, mogla bi se i popiti. I gasila je neko ko čikoliko žeđa. Cette trahison croate, cette alliance de fait entre Milosevic et Tudjman et sur le terrain entre les miliciens de Karadzic et de son analogue Mate Boban auront en réalité 2 effets. Chez les Norpois, confirmation de l'idée que ces Balkans sont une poudrière, que c'est la guerre de tous contre tous et que l'on a sacrément bien fait de ne pas vouloir s'en mêler. Chez les Bosniaques, un sentiment d'abandon, de solitude sans recours, toutes les forces du malheur coalisées face à eux et la certitude alors, jamais si forte qu'en ces semaines, qu'il ne faut plus compter que sur ses propres forces. Face à cette scène, par exemple, face à l'image des compères réconciliés sur leur dos et qui se partagent déjà la dépouille, un désespoir, une révolte, puis une rage qui vont se transformer en sursaut. Les Bosniaques sont dos au mur, ils doivent se battre ou mourir. Ce sursaut, les chancelleries ne le perçoivent évidemment pas tout de suite. Ils ne cadrent pas avec le programme, ils ne collent pas avec le projet de pacification balkanique que l'on a si savamment concocté, et il a le tort surtout de retarder l'issue. Et pourtant, Dobrinja par exemple, l'ancien village olympique,
Ce fut longtemps le quartier martyr de Sarajevo, un quartier assiégé à l'intérieur de la ville assiégée, un quasi-ghetto coupé par les forces serbes du reste de la cité. Et je ne me souviens pas, pendant la première année de la guerre, lors de nos précédents séjours, avoir entendu parler de Dobrinja autrement que comme un lieu maudit, un enfer sur terre, un Beyrouth de chaque instant promis à la destruction et où l'aide humanitaire elle-même, les médicaments, les vivres passaient à grand-peine grâce à des volontaires qui se risquaient à forcer le blocus. Or, nous retournons à Dobrinja. Nous y tournons, et ce que nous voyons, ce sont ces chars serbes, renversés, détruits par des bazookas taillés dans des tuyaux et qui sont là depuis 6 mois, déjà pris dans leur rouille. Ce sont des immeubles presque normaux où l'on vit des journées entières sans l'angoisse des bombardements. Ce sont des gens presque apaisés. C'est cette image qui saute aux yeux d'hommes et de femmes qui ont tenu, se sont battus et ont gagné. La colline des 7 forêts. Nous avons le récit du commandant, cette description nouvelle aussi des victimes qui rendent coup pour coup, des martyrs devenus combattants. Ovi položaji su pomjerani nekoliko puta. Samim početkom agresije ovi prethodni položaji su bili kilometar ispod nas. Samim tokom akcije i jačanjem armije Republike Bosne i Hercegovine, angažovanjem svih struktura, snagom ljudi, moći, tehnikom, voljom, energičnom akcijom, 2 puta smo pomjerali linije u dužini od kilometra. La colline de Zuch, avec ses hommes endurcis, économes de leur force, de vrais soldats maintenant, héroïques mais pas Rambo, rage au ventre mais résolus, le contraire des braillards de la colline en face. Et puis, cette image si émouvante d'un président aux armées que j'entends encore nous dire qu'il n'était pas fait pour la guerre, qu'elle lui est tombée dessus comme un mauvais destin, que De Gaulle, lui, était un soldat, qu'il était taillé pour le rôle. Mais bon, ainsi va l'histoire. Elle ne laisse pas toujours le choix et quand elle vous saisit, le tout est de ne pas être trop infidèle au mandat. Mostar, puisque c'est là que les Croates attaquent et que, comme le raconte Pašalić, la ville entière résiste. Uspostavili smo liniju, napravili barikade i upotrebili sve moguće što smo imali. Od lovačkih pušaka, automatskih pušaka, do primitivno izrađenih eksplozivnih naprava. Mi smo kasnije razvili čitav sistem radionica gdje radimo male gromove, takozvane male mine koje se ispaljuju sa pušaka, sa dodatnih ostalih uređaja. Mi smo razvili čitav sistem rovova, tranšeja, koristili smo kanalizaciju. Oni nama u toku noći spuste u kanalizacioni cijevi eksploziv, mi ga izvadimo i upotrebimo protiv njih. Znači, cijelokupno je stanovništvo u borbi protiv tog agresora. Enfin, dans toute la Bosnie, sur les 2 fronts, une intense activité, il faudrait dire une industrie, visant à équiper l'ancienne armée de va-nu-pieds. Vous ne nous armez pas, nous nous armons nous-mêmes. Obus de récupération, douilles vides remplies de poudre, usines de munitions de Konitz, jusqu'à ce train blindé qui aura été, nous dit-on, la plus belle prise de la guerre. Bref, la Bosnie tient. Elle l'emporte à Olovo face aux Serbes, à Varech face aux Croates. C'est comme un invisible Valmy dont l'Occident, encore une fois, tarde à admettre la réalité et qui, lorsqu'il s'en avisera, lui semblera du dernier mauvais goût. Nouvelle théorie des Norpois, celle des Bosniaques jusqu'aux boutistes, forcenés, qu'il faut contraindre à accepter la partition de leur pays en les menaçant par exemple de retirer les casques bleus. Nous sommes à l'automne, au tout début de l'hiver 93, et l'Occident fait savoir que sa patience a des limites, la Bosnie doit céder, la Bosnie doit signer.
C'est le moment, à peu de choses près, où ce film dans nos esprits achève de prendre forme. Et le moins que l'on puisse dire est que cette idée d'un peuple résistant à un fascisme, l'obligeant à reculer, rêvant même de le vaincre, nous semble, nous, plutôt raisonnable. Rencontre avec des responsables de terrain puis d'état-major, auxquels nous disons notre intention de renverser l'image de l'agneau bosniaque sacrifié et qui nous offrent en retour de les accompagner ici ou là dans les dispositifs de l'armée bosniaque. Tournage à Stup, faubourg est de la ville, avec ses maisons détruites, ses vergers abandonnés, ce QG qui sent le tabac, l'alcool de prune et le vêtement mouillé, et où les hommes attendent, précis, mesurés, ils savent qu'ils sont le rempart de la ville, ils luttent pour ne pas dormir, comme ce chef d'unité qui ne prend jamais son quart sans avoir lu quelques pages de Guerre et Paix. Ce qui est important ici, à Stup, c'est que l'on est en terrain plat, complètement découvert. C'est le seul flanc de la ville qu'une attaque surprise de chars, passant à travers les ruines, pourrait en principe enfoncer. Ils sont là, les chars, à 100 mètres à peine, canonnant sporadiquement, en tir tendu, les façades éventrées du No Man's Land. Et ce qui est important alors, c'est ce système de tranchées, creusées dans la terre grasse, des tranchées plus nombreuses, plus profondes que sur les collines, un véritable réseau de tranchées qui couvre toute la zone et qui, de fait, arrête les chars. Enquête sur la façon dont furent écartés les fameux voyous de Sarajevo. Cello, croisé à la veille de la fusillade finale, la balle est passée à quelques millimètres du cœur. Izetbegovic, qui le connut en prison au temps du communisme, lui donne un sauf-conduit pour Rome, où ce colosse se tire d'affaire. Yuka, en fuite, probablement exécuté en Belgique du côté de Liège. Tsatso, le plus légendaire, celui dont il ne reste quasiment pas d'image, mais dont un officier de casque bleu, Philippe Tanguy, accepte de parler. Lorsqu'il s'est rendu, il a traversé une haie de policiers puis de gens des forces spéciales et de la police qui avaient participé à l'assaut. Et la première chose qu'il a faite, en sortant de l'endroit où il était, c'est de les insulter. Évidemment, c'était tellement logique. Il est allé jusqu'au bout et il leur a dit « Vous avez vu, vous êtes venus, vous êtes 150, vous êtes 200 et moi je suis seul face à vous ». La légende va s'amplifier. Alors pour certains, on s'est débarrassé d'un monstre. Pour d'autres, c'est un résistant, c'est un héros qui a disparu. Il y a deux thèses à Sarajevo sur cette affaire. Ceux qui estiment que le pouvoir, en éliminant ses voyous, a sacrifié ses premiers insurgés. Ceux qui jugent qu'il était plus que temps de reprendre l'armée en main, de lui imposer une discipline et d'intégrer les irréguliers dans des corps constitués, ce moment qui vient toujours où le côté jugulaire remplace l'effervescence des premiers temps, son romantisme un peu brouillon. Une chose en tout cas est sûre, les Bosniaques ne voulaient pas de cette guerre, ils ne l'aiment pas. Je ne suis même pas certain qu'ils apprécient vraiment ces mises en scène un peu martiales à leur goût. Si nous les rapportons, c'est qu'elles sont l'image que cette armée veut donner d'elle-même et que ce film se veut alors un hommage à la Bosnie debout. Ces hommes qui ont l'audace de penser qu'ils ont perdu des batailles mais qu'ils peuvent gagner la guerre, c'est à
eux que nous voulons, à cette époque, le dédier. Armia BiH. Les chancelleries, du coup, affinent encore leur théorie. Et face à l'évidence maintenant de ce nouvel équilibre des forces, elles nous ressortent le bon vieux truc qui a l'âge de tous les défaitismes, de l'arrière qui ne tient plus et qui veut la paix à tout prix, pauvre population civile harassée, otage de ses dirigeants. Là aussi, enquête, appels à témoins. Ces hôpitaux, le courage de ces enfants, de ces hommes hébétés de souffrance qui apprennent à ne plus crier. Cet homme qui nous a conduits jusqu'à l'école d'Ali Pacino Polier, dont le bombardement, un matin de novembre 93, bouleversa le monde. Au dernier moment, il renonce. Sa femme était l'institutrice. Elle est morte là, avec les enfants. L'émotion est trop forte. Il nous prie d'entrer sans lui. Mais quand, un peu plus tard, nous lui demanderons si Sarajevo, selon lui, doit tenir ou se rendre, il hésitera à peine et avec une infinie mélancolie, nous répondra que malgré l'horreur, malgré les enfants morts, malgré la tentation parfois de baisser la garde, un peuple ne peut pas abdiquer devant la barbarie. Ces images encore, qui de Paris paraissaient à certains dérisoires, mais qui à leur façon disent aussi la résistance de la ville. Quoi, s'exclamaient nos ministres, du théâtre, du cinéma? A-t-on idée de se soucier de théâtre et de cinéma quand c'est le pain qui manque? Eh bien oui, on ne vit pas que de pain à Sarajevo. On a une âme à Sarajevo. Ce n'est plus le cadavre, c'est l'âme de la Bosnie qui bouge encore. Cher Ibrahim Spahić, ils ne t'auront même pas donné la maigre joie de consacrer ta ville, ne fût-ce que quelques mois, capitale culturelle de l'Europe. Cher Zlatko, nous t'aurons apporté du papier pour Oslobodjenier, comme on donne des lettres à un prisonnier. Cher Kemal Muftić, avant d'être le conseiller du président, tu restes à nos yeux l'un des vrais intellectuels de cette ville. Quand viendra le temps où tu pourras retourner en paix à tes chères études de chinois? L'autre visage des enfants à Sarajevo. Senada Kreso, une autre intellectuelle de Sarajevo. Ja ne odustajem u ovom ratu. Ne odustajem ni od čega što je bio moj normalan predratni život. I dalje se šminkam na način kako sam to radila prije
I dalje radim svoj posao više nego što sam radila prije i sa više zadovoljstva i elana to radim. I dalje se viđam sa svojim prijateljima i dalje čitam svoje knjige. Ja ću vam reći da, na primjer, ako me neki moji prijatelji iz inostranstva pitaju da li mi nešto treba i da li nešto trebaju da mi donesu, ja uvijek kažem trebam parfem ili kvalitetnu kremu. To je način na koji ja pokazujem da ne pristajem na to da me se tretira kao žrtvu. Ja nisam žrtva ovog rata. Ja nisam onaj koji pristaje na to da bude ponižen ovim ratom. Mislim da su prave žrtve rata oni koji su uzrokovali ovu strašnu nesreću koja se desila mojoj zemlji. Regardez, Senada ne court plus. Elle n'a plus peur. Elle est comme des dizaines de milliers d'habitants de Sarajevo. Elle pense que la guerre sera longue. Elle s'y prépare. Mais elle sait aussi que la Bosnie fut le sanctuaire de la résistance titiste. Et elle nous dit ce matin que là où les Allemands ont échoué, les Serbes ne passeront pas. Retour en France, La Cité des Statues. Ce film qui prend corps ces Bosniaques dont la cause est à nos yeux plus que jamais celle de l'Europe. Cette Europe fragile, du coup menacée, sa culture est la leur culture est la nôtre, culture des temps obscurs, culture promise à la débâcle si la barbarie l'emporte. Ils sont ces Bosniaques les gardiens de nos valeurs, qu'ils vivent et ces valeurs vivront, qu'ils sombrent et une part de nous sombre avec eux. Voilà ce que nous pensons quand survient une nouvelle péripétie de cette histoire, décidément bien singulière. Que s'est-il passé au juste? D'abord, on ne l'a pas assez dit, le poids des opinions. Ce sont nos seuls amis, disaient toujours les gens de Sarajevo, aux pires heures de solitude quand ils désespéraient des États. Eh bien, ils ne se trompaient pas, et il est vrai que ces manifestations, pétitions, associations, ce nombre croissant de citoyens qui votaient avec les pieds ou le cœur contre le philoserbisme froid, il est vrai que tout cela a fini par peser sur les Norpois et autres va-t-en-paix pour les obliger à bouger. Ils ne font pas de cadeaux, les Norpois, et rien ne se serait passé s'ils n'avaient senti monter cette nausée, cette colère. Il y a eu l'honneur ensuite. Oh, pas celui des gouvernants. Ils s'étaient depuis longtemps accommodés de leur déshonneur, mais celui de ces soldats qui en eurent un jour assez de se voir humiliés et de se faire tirer comme des lapins et de jouer dans le meilleur des cas les éboueurs et les ambulanciers et de servir dans le pire d'auxiliaires au nettoyage ethnique. Il y a eu ces casques bleus qui ont fini par se souvenir, par exemple, de ces jours d'août 93 où les Serbes avaient attaqué les monts Igman. Il avait suffi pour les contraindre à lâcher prise et à redescendre dans la vallée d'une mise en garde américaine, d'un début d'ultimatum, puis de quelques fortins dans la forêt, d'une poignée de chars saguets et de soldats quasi désarmés, postés en sentinelle. Ils le savaient, ces casques bleus, qu'il suffisait de vouloir pour pouvoir et qu'il ne leur manquait qu'un mandat clair pour mettre un terme à la honte. Il y eut ce lieu enfin, c'était le marché de Sarajevo. Et voici que, sur ce lieu tombe un obus, le plus meurtrier de toute la guerre, incalculable boucherie qui suscite dans le monde l'indignation que n'avait inspiré ni le massacre de l'eau, ni celui de la rue de la Boulangerie, ni aucun des millions d'obus tombés sur la ville depuis 20 mois. L'obus de trop? L'erreur fatale des Serbes? Oui et non. Car encore avait-il fallu, avant cela, j'y insiste, l'indignation montante des gouvernés et le discrédit grandissant des gouvernants
et les victoires bosniaques et les armées serbes qui piétinaient et le sentiment qu'ils n'étaient peut-être pas de taille, les Serbes, à remplir la mission qu'on leur confiait. Et c'est cela, plus que le massacre de Marcalais, qui décida du renversement. Que les canailles se rassurent, autrement dit. Je parle de ces procéduriers de la balistique qui, face au carnage, osèrent insinuer, puis affirmer qu'il était trop bien tombé cet obus pour être tout à fait innocent et que les Bosniaques étaient assez roués pour avoir eux-mêmes armé le mortier qui les tuerait. Qu'ils se rassurent, qu'ils cessent leurs sales calculs, cet obus ne fut que la dernière goutte qui fit déborder le vase de l'horreur. Car enfin, quel spectacle, et surtout quelle leçon. En quelques jours, quelques semaines peut-être, en février puis mars 94, c'est tout l'appareil politique et stratégique de l'Occident, tout son dispositif logique et logistique, c'est tout l'échafaudage de peur, de fantasmes, de raisons qu'il avait monté depuis 2 ans qui semble s'écrouler. On disait qu'il faudrait 200 000 soldats au sol pour contraindre les Serbes à céder. On avait annoncé en cas d'ultimatum des milliers et des milliers de morts. Eh bien, l'ultimatum a lieu, les Serbes réagissent, mais c'est pour rompre en 2 jours sans un mort et à Sarajevo, bien sûr, un siège de 2 ans. On avait expliqué qu'une action de force provoquerait une riposte immédiate. On prenait des airs de mystère et d'importance pour dire que la réaction serait terrible. Or, les Serbes bombardent une usine de munitions, l'OTAN frappe et, devant une détermination qui ne fait tout à coup plus de doute, les Serbes, là aussi, préfèrent pour le moment reculer. On avait brandi le spectre d'un Yeltsin qui ne tolérerait jamais de voir humilier ses frères slaves. On avait annoncé l'escalade comme au beau jour de la guerre froide. Eh bien, ce sont des casques bleus russes qui prennent position sur les hauteurs. Et s'ils les accueillent d'abord en amis venus leur prêter main forte, le peuple de Karadžić est vite contraint de déchanter, car Karadžić va à Moscou, mais il en revient cette fois-ci tout penaud, chapitré par ceux-là même dont il attendait bénédiction et secours. Bref, l'Occident bouge. Il semble, je dis bien semble, opter pour une fermeté qu'il avait décrétée irresponsable ou vaine. Or, il faut croire que cette fermeté, pour peu qu'elle se donne comme ici les moyens d'être crédible, suffit à dissuader, car une dynamique s'engage, fragile certes, incertaine, mais qui dessert au moins l'étau autour de la capitale bosniaque. Ma pensée en ces jours alla bien sûr à Sarajevo. Les amis de Sarajevo, je me demandais ce qu'ils faisaient, comment ils accueillaient ces premières heures sans mitraille. Je pensais aux vivants de Sarajevo, à ceux que la guerre avait épargnés. Je pensais aux rues de Sarajevo, au calme bizarre qui devait y régner. Je pensais à l'impression que cela devait faire de pouvoir tout à coup souffler, vivre à l'air libre, ne plus penser à chaque instant aux tueurs qui vous guettaient. Ma première pensée fut pour ces hommes qui ne mourraient peut-être plus et qui échappaient au cauchemar. Ma seconde pensée, cela dit, fut pour ceux qui n'y avaient pas échappé. Et d'abord pour ces gens que nous avions filmés dans le pavillon psychiatrique de l'hôpital de Sarajevo. Ces hommes, ces femmes, à la démarche trop raide, à la parole trop mécanique, la folie de la guerre les avait rendus fous. Et je savais que pour eux, la guerre n'était pas finie et ne le serait peut-être jamais. Moj poremećaj se sastoji od toga što ne mogu da spavam. Strahovito se bojim granata. Kad ovako, recimo, kao što se sada čuje, ja imam osjećaj, recimo, da bi ja sada mogao sve živo pobiti.
150 metara linija od nas četnička. Tako kad se popnem na gornji sprat da vidim četnika kako hoda. Eto. Bio sam borac na prvoj liniji gdje sam mnoge stvari doživljavao. Od toga doživljavam stresove, počnem da trnim. Počnem onda sam doživljavao da su naši drugovi sami išli prema njima, koji nisu više mogli psihički da izdrže, išli prema njima goloruci i govorili pucajte u mene dok su im tako rafalali. Je pensais à la morgue de Sarajevo. Les Serbes nous avaient dit le croque-mort était au premier jour de la guerre parti avec les 11 corbillards Citroën tout neufs. Les corps depuis arrivaient comme ils pouvaient, mais il était là, lui, pour continuer de les accueillir comme on doit accueillir les morts. Il était leur greffier, le comptable des victimes. Il veillait là, presque jour et nuit, car il n'avait souvent que lui, ces morts, qu'on descendait des collines et dont le visage curieusement apaisé indiquait qu'il n'avait pas vu la balle ou l'obus arriver. Decembar mjesec 92. godine 473. Depuis 2 ans, tous les jours, ils couchaient pieusement leur nom sur ces grands cahiers d'écoliers où il ne devait plus trop savoir lui-même, à force, si c'était eux, les morts, ou bien les survivants qu'il dénombrait, terrible livre des morts, qu'il se mit à feuilleter ce jour-là comme on feuillette un livre de contes. Novembar mjesec 316. Deseti 92. godine, to mi je najteži dan u mom životu kada mi je došao moj sin, pa sam morao njegovo ime ovdje upisati. I od tada pa na ovamo, viš, ja nemam ovdje ni volje, ni želje doći na posao da radim, jer kad god dođem ovdje i pogledam u salu gdje on ležao, tamo lete oči. Je repensais à ces morts et aux 200 000 autres dans toute la Bosnie et à ceux qui allaient mourir encore si nous continuions à les laisser sans armes, sans défense, si l'on pouvait à si bon compte intimider les massacreurs. Pourquoi avoir tant tardé? Pourquoi tarder encore? Guerre pour rien, mort pour rien, quoi qu'il advienne désormais, la Bosnie comme un désastre. Paris donc, les images qui viennent en foule, celles de Sarajevo bien sûr, mais celles aussi de notre histoire, légendaire et pleine d'infamie, admirable et coupable, cette mémoire inconciliée, en guerre avec elle-même qu'est la mémoire des peuples d'Europe, car c'est d'eux maintenant qu'il s'agit, de leurs chimères et de leurs monstres, de leurs héros sans piédestal et de leurs crimes, ces peuples à la croisée des chemins, après le passage par Sarajevo. De 2 choses l'une en effet. Ou bien le sursaut est sans lendemain, l'Europe réjouie mais effrayée de son audace laisse faire à Goražde ou ailleurs ce qu'elle a in fine cru suspendre à Sarajevo. Nous remettons nos pas dans ceux de Daladier, nous restons les Georges Bonnet d'un Hitler qui ne s'appellerait que Milosevic, nous renvoyons plus que jamais dos à dos victimes et bourreaux, nous capitulons, nous collaborons et de la belle idée bosniaque il ne demeure qu'un réduit, un vestige, un lambeau, ce reste qui dans la Bible revient après l'Holocauste et en est la part bénie. Ou bien, nous sommes fidèles au contraire au meilleur de notre héritage. 50 ans après le Vercors, nous nous souvenons que les défenseurs de Goražde, Magla et Bihac sont eux aussi des résistants. Nous prenons le parti de combattants qui, comme nos aînés, préfèrent le risque de mourir debout à la certitude de vivre à genoux.
Et alors nous allons au bout. Nous retirons aux Serbes la force que leur donnait notre seul consentement. Nous leur imposons le retrait de leurs troupes, le retour des réfugiés, la restauration de la Bosnie dans ses frontières. Ce sera justice, ce sera la preuve que la force ne paie pas, que le fascisme ne passe pas. Car au-delà de la Bosnie, en Europe, de deux choses l'une aussi. Ou bien nous laissons grandir la bête, nous assistons impavides à tous les mini-anschluss que préparent les 1000 émules de Karadžić, et alors quelle défaite! Ce ne seront partout que chauvinisme, populisme, intégrisme, et comme l'histoire a plus d'imagination que les hommes, et le fascisme plus d'imagination encore que l'histoire, on assistera à des mues, des croisements, des clonages inattendus, et ainsi que dans les années 30, quand nationalisme et socialisme se composaient en un nouvel alliage national-socialiste, l'Europe sera le théâtre d'un gigantesque Big Bang où l'on verra néo-nationalistes et néo-communistes se composer en des formules apparemment aberrantes, mais qui seront celles du délire de demain. Sarajevo, laboratoire, Sarajevo où les trois coups du Big Bang et de son théâtre. Ou bien l'Europe retrouve au contraire l'accent du no pasaran espagnol. Elle se souvient que le fascisme est le malin génie du siècle et ne lui fait grâce d'aucun masque, celui de tel démagogue français, de tel histrion russe rêvant de sa nouvelle synthèse rouge-brune, ou encore ce battleur transalpin qui inventerait aux dernières nouvelles un fascisme cathodique. L'Europe, autrement dit, résiste. Elle choisit, avant qu'il ne soit trop tard, la fermeté dont elle aura su faire preuve in extremis en Bosnie, et Sarajevo sera la scène primitive d'un siècle qui s'ouvrira dans la crainte, mais aussi dans l'espérance, une Europe qui n'aura pas renoncé à la part flatteuse de sa mémoire. Sommes-nous ici, dans la cité des statues, là-bas, dans la Bosnie martyre, plus loin encore dans le siècle dont elle ressuscitait déjà les ombres, se mêlent dans mon esprit, tandis que le film s'achève et qu'hésitent toutes ces questions, l'image de ces colonnes espagnoles que la faim, l'épuisement, la mort va rattraper, et celle des caravanes désarmées qui faisaient la route de Gorađe à l'affût de la patrouille serbe. Ces vieilles femmes qui ressemblaient toutes à Dolores Ibarruri, et celles-là, jetées sur les routes, fuyant mais pas de peur, elles sont trop fières pour avoir peur. Ces visages émaciés et qui semblent rêver, ces hommes en haillons terriblement résignés, si différents vraiment de ceux de Prijedor, Maniaka, Omarska. Ces immeubles en feu, comme des grands bûchers, sauf que les premiers sont ceux de Varsovie et que nul ne traversa alors leurs rideaux de flammes et de fumée. Ces parachutages, les mêmes aussi, sauf que c'est nous cette fois qui sommes en avance d'une infamie, puisque nos aînés, eux, parachutaient des armes au maquis. Ces armes qui allaient au premier jour de la guerre sauver Sarajevo, ces mêmes armes déposées par les républicains vaincus. L'allure d'Alija Izetbegović à l'ONU, celle d'Haïlé Sélassié, hué par une société des nations qui ne savait pas non plus qu'il venait lui annoncer le pire. Monsieur le Président, Monsieur le... Et ces colonnes de réfugiés enfin, toujours ces colonnes qui fuient leurs villages incendiés, traversent-elles les Pyrénées, la Miliaca ou le siècle? De quoi se souviennent les statues? Que savent-elles? Partagent-elles notre confusion? La nourrissent-elles?
Notre mémoire se brouille, mais c'est celle en nous d'une Europe qui tarde à savoir qui elle est, ce qu'elle veut et ce qu'elle peut encore. Il faudra bien pourtant qu'elle réponde si nous ne voulons pas qu'il soit dit « L'Europe est morte à Sarajevo ».